Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonsoir, les vraies voix de l'été. Si comme Harry et Meghan vous rentrez en ce moment même à la maison, vous pouvez nous écouter et vous saurez tout et dans la bonne humeur. Au sommaire de ces vraies voix de l'été. Dans un instant, la question du soir. Marine Le Pen propose de nettoyer de fond en comble. Mathilde Panot de ne plus payer quand tous les autres prônent le serrage de ceinture jusqu'à l'anorexie. Chacun s'érige comme le chevalier anti-dette. Celle qui plombe les ambitions françaises, cette fameuse dette, est au cœur de la question du soir. La dette de la France est-elle encore gérable ? Vous nous le dites sur, bien sûr, l'antenne 0826 300 300, mais aussi sur nos réseaux sociaux, la petite consultation sur la chaîne YouTube. Chaque été, ils retournent à l'université, quel que soit leur âge. Nos politiques repartent au boulot. Ouverture aujourd'hui des universités des Verts à Grenoble et celle de LFI à Châteauneuf-sur-Isère. Nous ouvrirons le débat à 18h05 avec cette question, évidemment, l'incontournable Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon a-t-il une chance de gagner la présidentielle ? Hashtag rentrée politique, hashtag LFI, hashtag les Verts. Réagissez 0826 300 300 encore une fois ou sur la chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, voici nos 3 universitaires du jour. Alors, elle n'a pas fait le Tour de France avec nous en juillet, victime d'une grave chute. Elle a dû abandonner. Elle fait son grand retour à la compétition. Conseillère d'arrondissement LR Paris 12e et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école, Corinne Tapireau. Bonsoir. Bonjour. Ça va mieux, Corinne ? Oui, ça va mieux. C'est la vertèbre qui a pris ? Entre autres. Bon. On est heureux de vous retrouver. Oui. On est très heureux de vous retrouver. Alors lui, il a fait le Tour de France, évidemment meilleur grimpeur, parce que dès que ça monte, il réagit très très vite, notamment au blind test. Journaliste pour le site idbox.com et oui, idbooks, puisque ce monsieur est bilingue. Et pour Galaxy TV, là on dit TV, on dit pas TV. Monsieur René Chiche. Ravi de vous retrouver, mon cher Frédéric. Vous savez ce qu'il a comme maillot, le meilleur grimpeur ? Oui, le maillot, c'est les maillots poids. Le maillot à poil, donc le maillot à poil, Chiche. Bah, évidemment. Quel retour. Voilà. Et puis en fait, elle a évidemment le maillot jaune, puisque à jamais elle est une figure du mouvement des Gilets jaunes, présidente aujourd'hui du collectif des luttes sociales et environnementales dédié aux Outre-mer, Priscilla Ludowski. Bonsoir. Bonsoir. Maillot jaune tout le temps, du coup. Apparemment. Ouais. Non, mais sur la digression du Tour de France, on est bien. Bon, j'ai bien l'impression que tous les trois, vous êtes alors dans une forme différente, les uns des autres, mais prêts en tout cas pour la question du soir. Un petit jingle ? Notre Maxime. Les vraies voix Sud Radio. Bonjour Maxime Sénat, notre Bonjour, réalisateur. enchanté. Je vous ai surpris. Oui, je vous avais pas dit qu'il fallait envoyer la petite musique. Non, mais je suis avec notre invité, on essaye de caler tout ça. D'accord, très bien. Bon, écoutez, c'est la tendance du moment chez les pays riches. Les États-Unis affichent un 40 000 milliards de dollars, quand la France revendique un 3 500 milliards d'euros. Ces chiffres colossaux sont ceux de la dette publique. Les Américains paient, entre autres, le coût de leur guerre contre l'Iran. Les Français, eux, l'ensemble de leur œuvre. Notre question du soir, hashtag Marine Le Pen qui a proposé des choses, hashtag Mathilde Panot qui a proposé des choses. La dette de la France est-elle encore gérable ? Autour de la table, avant d'avoir notre expert, parce qu'on a besoin de repères précis, cette dette, elle vous inquiète ? Elle vous semble gérable ? Corinne Tapireau, en 2-3 mots. En 2-3 mots, moi je pense qu'elle est quand même relativement inquiétante, parce que plus il y a de la dette, plus on emprunte, plus on augmente la dette. Il faut rembourser les intérêts des emprunts qui finissent par obérer les politiques publiques. Et donc, bientôt, on va être sous pression et on n'aura plus de choix budgétaires. René Chiche, ça vous fait peur ? Alors, elle est inquiétante, mais elle peut être résorbée comme l'ont fait certains pays. Comme la Suède, comme le Canada, comme l'Allemagne. Il y a certaines mesures qui peuvent être prises pour résorber, non pas pour la supprimer ou l'annuler, ce sera impossible, mais pour la résorber, c'est possible. Donc vous êtes ambitieux, et vous, Priscilla, vous êtes du genre à dire on la paye pas, non ? Non. Je dirais pas ça, je dirais, en fait, on a vu les mobilisations sociales qu'il y a eu quand il y a eu la tentative de mettre en place des mesures d'austérité. Ouais. Qui va payer ? C'est la vraie question, avec les mesures qui seraient mises derrière, mais je me pose la question de comment la France se situe par rapport à l'Europe. Je suis pas sûr qu'elle soit si bien placée, donc c'est inquiétant. Bien, alors pour nous éclairer dans la première partie de ce débat, Philippe Béchade, économiste et rédacteur en chef des publications Agora. Bonsoir Philippe Béchade. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bon, déjà, première question.
On a fait le petit clin d'œil au lancement de l'émission sur les 40 000 milliards de dollars de dette pour les États-Unis et les 3 500 milliards pour la France en euros. Les conséquences ne sont pas les mêmes pour les deux pays. Nous sommes en France, par exemple, par rapport aux États-Unis, beaucoup plus dépendants de cette dette. Alors, la différence majeure par rapport aux États-Unis, c'est que les États-Unis ont leur souveraineté monétaire, ils ont donc la maîtrise de leur planche à billets, ils peuvent jouer sur divers paramètres pour alléger la charge de la dette, même si aujourd'hui elle atteint 1400 milliards aux États-Unis, c'est du jamais vu, mais on fait encore confiance à la signature des États-Unis. La France, elle, dépend du bon vouloir de la BCE, n'a pas la maîtrise de ces taux, ne l'a plus depuis maintenant 26 ans, et c'est probablement ce qui a rendu la France beaucoup moins compétitive qu'elle n'aurait pu l'être. En ce qui concerne notre situation par rapport aux autres pays européens, aujourd'hui, nous empruntons plus cher que la Grèce, que le Portugal, mais je peux également vous citer la Slovénie, la Croatie, et ce qui est plus inquiétant, c'est que l'écart de coût de refinancement entre la France et l'Allemagne s'est nettement creusé ces 2 derniers mois. On avait 60 points, ce qui historiquement est quelque chose d'assez constant depuis presque 20 ans, et on est passé à 85. Et pour moi, la cote d'alerte se situe plutôt autour de 90. Il ne nous reste que 5 petits points avant qu'on considère que les créanciers nous envoient un message. Ce message, c'est assainissez vos finances, coûte que coûte. Ouais, bien. Donc il y a de quoi effectivement s'affoler. On l'a bien compris. Chacune des vraies voix va débattre. Alors sur l'aspect politique, mais évidemment sur l'aspect politique de la dette, encore faut-il avoir tous les repères. Vous avez des questions, les vraies voix, pour notre invité Philippe Béchat, qui commence. Allez, Priscilla Ludowski. Moi, j'allais dire merci pour l'info comparative avec les autres pays d'Europe. Est-ce que c'est réel qu'on est 3e pays le plus endetté d'Europe ? Je me posais la question de ce que ça implique par rapport aux mesures qui ont tenté d'être mises en place l'année dernière, ou je ne sais même plus si c'était vraiment l'année dernière, le temps passe très vite, et de savoir est-ce que les mesures qui sont proposées d'aller vers les personnes les plus riches qui pourraient contribuer ou attaquer la question de l'évasion fiscale, tout ce genre de choses, est-ce que ça peut contrebalancer avec des mesures plutôt qui consistent à réduire les services publics qui sont plus problématiques ? Alors, il y a plusieurs volets dans votre question. C'est vrai, j'allais le dire, c'est une question à tiroir, hein, chère Priscilla. C'est bon, je vais gérer ça. Alors, premier aspect, s'en prendre aux riches. Depuis 1981, c'est, on va dire, la stratégie constante. C'est presque devenu culturel. Dès qu'on a un problème, c'est de la faute des riches, il faut fonctionner les riches. Non. Enfin, en tout cas, écoutez, le tout dernier ballon d'essai qui était de désindexer les retraites ou de les désindexer à partir d'un certain seuil, 3 000 €, on serait un retraité riche. Vous comprenez ? C'est toujours il y a toujours un moment où le mot riche apparaît. Voilà, donc celui qui est riche a les moyens. Bon, sauf que les vrais riches, eux, ont déjà pratiquement tous quitté la France. Donc on reste entre petits riches. Mais le petit riche, à 3 000 €, on devient un riche aux Pays-Baltes ou en Bulgarie, hein, pour vous donner à peu près l'échelle. Donc ça, déjà, toujours s'en prendre aux riches, ça ne fonctionne pas. Évidemment. Les mesures consistant à faire de l'assainissement budgétaire, cela fait 20 ans, voire plus, que, par exemple, la Cour des comptes le réclame. Ces préconisations ne sont jamais prises en compte. Elle a pointé du doigt de nombreuses agences qui coûtent très cher, certaines au-delà du milliard. On en compte en France près d'1 millier, et pour la moitié d'entre elles, elles ne sont pas auditées, elles coûtent, on ne sait pas ce qu'elles produisent. Ce que l'on comprend, c'est que ce sont en fait des pantoufles dorées offertes à certains soutiens politiques. Vous dites donc là, Philippe Béchat, qu'il y a du gâchis et que ce gâchis, évidemment, n'incite pas, enfin ne permet pas d'assainir les finances de l'État. Alors bon, voilà pour l'aspect. Mais ça, c'est, on va dire, on va en débattre après. Mais sur le mécanisme, René Chiche, question. Oui, non, alors, déjà. À vous entendre, j'ai l'impression que cette dette très importante
ne pourra jamais être résorbé. Moi, j'ai l'impression. Moi, j'ai une autre opinion que vous. Là, voilà la question. Moi, mon opinion, parce que, comme je le disais au début, monsieur Charlet, c'est ça, hein? Non, pas du tout, monsieur Béchade. Monsieur Béchade. C'est vrai que ça se ressemble, un Béchade et Charlet. Mes excuses. Comme vous le savez, il y a certains pays qui ont réussi à résorber leurs dettes. Je pense à l'Allemagne, je pense à la Suède, je pense au Canada. Au-delà des mesures un petit peu précises comme là on parle la désindexation des pensions de retraités, pour moi c'est un détail. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait quand même plutôt une grande politique pour doper la croissance? Parce que qui dit croissance dit recette fiscale qui remonte, qui dit recette pour le pays, et l'économie, même si ça paraît compliqué, c'est pas si compliqué que ça. C'est votre côté keynésien, ça. Alors, réponse. Ouais. Réponse de Philippe. Réponse de Philippe. Alors, j'entends très bien l'argument des recettes fiscales. Je vais juste faire un petit clin d'œil à la Suède qui a décidé effectivement de réduire sa générosité sociale. Le Canada, lui, il a la manne pétrolière, donc ça va bien. La Norvège a la manne pétrolière, ça va très bien. Ils sont 6 millions et eux peuvent se payer un régime des retraites extrêmement coûteux, plus que le nôtre, parce qu'ils ont des recettes. Alors, ces fameuses recettes fiscales, elles proviennent naturellement de ce qui est prélevé en partie sur les salaires pour ceux qui payent l'impôt, et il y en a maintenant 52% qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Il y a la CSG qui est la principale source aujourd'hui de revenus de l'État, et puis il y a les entreprises. Et alors là, c'est un gros point noir sur lequel peu d'experts osent s'exprimer, mais les exemples les plus connus, c'est par exemple la revente de l'exploitation des autoroutes à des sociétés privées. Ça a privé l'État de recettes considérables. Il y a eu la Française des Jeux, qui a été également vendue à une holding. Mais maintenant, depuis 10 ans, plus de 1600 entreprises françaises, dont certaines étaient de vraies pépites, de jeunes pousses, ont été vendues à des entités étrangères. On est le seul pays qui a vendu autant de ces entreprises, et ces entreprises, elles ont été vendues à des gens qui les trouvaient intéressantes. Donc en fait, si on les vend, elles ne permettent pas de rentrer des recettes fiscales. C'est comme bien sûr, voilà, bien sûr. Alors ce sont justement, les actionnaires, ce sont les nouveaux actionnaires qui encaissent les dividendes. Et si ces 1600 entreprises n'avaient pas été vendues, alors je dis pas que les 1600 font des profits phénoménaux, mais imaginons même qu'il y en ait la moitié qui fassent de jolis profits. Eh bien, si on les avait gardés, les dividendes, les salaires, etc., tout cela contribuerait au budget de la France. La France est l'idée littéralement de sa substance. On voit bien en tout cas, Philippe Béchade, qu'à travers cette question de la dette, énormément de sujets politiques sont sous-jacents. Alors, Corinne Tapireau va arriver dans un instant. Tenez-vous bien, Philippe, parce que Corinne, quand elle se lance, elle se lance. Et en plus, on la provoquera un petit peu parce qu'on écoutera une déclaration de Mathilde Panot. Donc, restez bien avec nous parce que, et vous, les auditeurs, et vous, Philippe Béchade, vous allez devoir être costaud. Corinne se prépare. À tout de suite. La question occupe une bonne partie des discussions politiques en ce moment. Chacun y va de sa sonnette d'alarme. Par exemple, David Lisnard, le maire de Cannes, c'est pas facile à dire, le maire de Cannes, déclare « Les intérêts de la dette coûteront plus cher aux Français que le budget de l'éducation nationale ». Fin de citation. La question du soir sur la chaîne YouTube, prononcez-vous, à l'antenne au 0826 300 300, hashtag Marine Le Pen, hashtag Mathilde Panot qui ont pris la parole dessus, on y reviendra. La dette de la France est-elle encore gérable? Nos 3 vraies voix du soir, Corinne Tapireau, René Chiche, Priscilla Ludowski, notre expert pour nous éclairer, Philippe Béchade, économiste et rédacteur en chef des publications Agora. Nous avons déjà charcuté notre Philippe Béchade en lui posant toutes les questions inimaginables. Il y en avait encore, Corinne Tapireau. Oui, moi ce qui m'étonne, c'est qu'avec une dette aussi importante et des taux d'intérêt qui ne cessent d'augmenter, malgré tout, que la note de la France n'ait pas été dégradée par les agences de notation. Et de la même manière, on a quand même la Cour des comptes qui alerte régulièrement sur certains dysfonctionnements et qui, visiblement, on se demande à quoi elle sert parce qu'elle n'est pas écoutée. Donc je trouve ça un peu inquiétant.
Philippe Béchade. Mais elle n'est jamais écoutée. Quant à la dette de la France, elle a bien été dégradée et jusqu'à fin mai, en fait, le coût de refinancement de la France n'a pas bougé, avec 2 dégradations qui ont eu lieu au cours des 24 derniers mois. Alors, ce que regardent les créanciers, c'est la capacité de la France à lever l'impôt, à venir prendre l'argent dans notre poche ou à moins le redistribuer. Parce qu'il y a 2 façons de faire des économies ou de rééquilibrer. C'est soit de prendre davantage, et là 57% de prélèvement, je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout, ou alors donnez moins aux chômeurs, remboursez moins les médicaments. Vous connaissez toutes ces moins-disances qui compliquent le quotidien des gens qui ont le moins de moyens. Alors, quand on veut rééquilibrer le budget, effectivement, soit on réduit les dépenses, soit on augmente les recettes. L'augmentation des recettes, on sait qu'on est arrivé un petit peu au bout, donc il faut réduire les dépenses. Et le problème, c'est que le logiciel est toujours le même. On met en avant des retraites qui sont déficitaires, c'est une évidence. Et d'ailleurs, notre système est conçu un petit peu comme cela, et c'est peut-être notre grand honneur en France de soigner les gens gratuitement et d'offrir une retraite convenable aux gens qui ont travaillé. Le problème, c'est qu'on ne s'attaque pas au gaspillage, aux prébendes et aux privilèges que l'on offre à certains. Sauf donc, que quand vous avez on a bien compris, Philippe, on a bien compris. Donc, mais concrètement, par rapport à la question de Corinne, vous avez répondu à la première partie. L'autre partie, les annotations, là, c'est important, à plus, à moins, on n'est pas trop sanctionné, on reste quand même. Ouais. Non. C'est un signal. Alors, si d'un seul coup, des agences décidaient d'abaisser notre notation, il y a des dates anniversaires, si vous voulez, il y a 2 fois par an, il y a une révision. Les agences peuvent très très bien, à tout moment, décider de dégrader notre dette. Comme ce fut le cas pour la Grèce, comme ça a été le cas pour l'Italie. Ils peuvent envoyer un signal d'alarme. Et ça, ce signal d'alarme, évidemment, c'est nos créanciers qui vont, au travers de leur relais dans les agences, dire à la France, là, il faut prendre, cette fois-ci, de vraies mesures d'économie. Et on va vous faire payer les intérêts un peu plus chers, et donc c'est le problème. Alors, bon, il faut avancer parce qu'il y a plein de choses quand même, et je voulais qu'on écoute la solution proposée par certains camps politiques. Mathilde Panot, elle était au micro de France Inter hier, évidemment elle s'aligne sur les propositions de Jean-Luc Mélenchon. Écoutons-la. Vous savez, les mêmes qui nous font la morale sont ceux qui ont créé 1000 milliards de dettes, et voire même plus sous 10 ans d'Emmanuel Macron. Vous vous rappelez ce banquier de génie qu'est Emmanuel Macron. Et je vais vous dire, sur la question de la dette, oui, il est possible d'annuler une partie de la dette. C'est tout à fait faisable, et cela permettra de libérer la France de ce poids qui est fait. Personne n'aura rien, puisque c'est une ligne à effacer auprès de la Banque centrale. Vous faites centrale. paniquer tout le monde, les marchés, et donc ça se retourne contre les Français à la fin. Pas du tout. Bon, alors, vous, réaction, Priscilla, ça vous semble une solution ? Si ça fonctionne comme ça pour les individus, c'est super. Oui, c'est-à-dire, en fait, monsieur le banquier, j'ai décidé de pas vous rembourser. Ça m'étonne, je suis pas une experte, mais ça m'étonne que ce soit aussi simple. Vous René Chiche. Non mais ce qu'elle dit, Mathilde Panot, c'est ridicule. On a l'impression qu'elle vit sur une autre planète, franchement. C'est pas pour faire de l'anti et les filles de manière outrancière. Elle oublie que la France, malheureusement ou heureusement, fait partie d'un système européen. Donc la France ne peut pas se permettre n'importe quoi. Par rapport à ça, etc. C'est impossible. Moi, je trouve... En même temps, c'est tentant de dire comme tout le monde a une dette aussi, non ? C'est quand même un discours qui est très dangereux, parce qu'il y a des gens qui l'écoutent et il y a des gens qui peuvent la croire. Et donc, ce qui m'inquiète encore plus, c'est que cette fille, elle a fait Sciences Po. Elle est diplômée de Sciences Politiques Paris. Donc déjà, elle est nulle en géographie. Elle a pas l'air d'être brillante en finances publiques. C'est quand même inquiétant d'annoncer qu'on va pas rembourser les dettes. C'est juste une ligne à effacer, mais c'est formidable, comme dit Priscilla. C'est ce qu'on va demander à nos banquiers. C'est Mélenchon qui a dit qu'il pouvait mettre le feu à la dette. Et puis, alors, Marine Le Pen, elle déclare aujourd'hui sur son compte X, il est grand temps de nettoyer les écuries d'Augias au sujet de la dette. Alors, vous savez, c'est du temps d'Hercule. Évidemment, je suis allé lire parce que je ne le savais pas. Je sais pas d'où elle sortait ça. Donc, en fait, ils avaient décidé après 30 ans ou je ne sais plus combien de temps, ils avaient rien nettoyé des écuries. Ils avaient dit, allez, on nettoie tout de fond en comble. Alors, Marine Le Pen, que dit-elle là-dessus ? Elle dit déjà, c'est de la faute de Macron. Le tableau, ou plutôt la partition du Mozart de la finance, est particulièrement dissonante. La dette atteint des niveaux records. Les intérêts de cette dette seront bientôt le premier poste
du budget de l'État. Et comme cette dette est détenue pour moitié par des non-résidents, des dizaines de milliards d'euros quittent notre pays, dégradant notre balance des paiements. Les défaillances d'entreprises atteignent aussi des records. Le déficit public reste hors de contrôle. Bref, après 8 ans de macronisme, la crise budgétaire est une bien triste réalité. Donc, Marine Le Pen se sert de ce constat, évidemment. Alors, en plus, pour associer à ce bilan les deux anciens premiers ministres désormais candidats, Attal et puis Édouard Philippe, sans trop proposer. Alors, vous allez avoir le mot de la fin, cher Philippe Béchade. Est-ce que quelqu'un dans la classe politique aujourd'hui peut prétendre avoir la solution pour régler le problème de cette dette ? Il n'y a pas de solution simple à un problème complexe, à un concept de financement des retraites hérité de l'immédiate après-Seconde Guerre mondiale. On est au bout de 80 ans d'un système qui est une sorte de Ponzi quand même. Soit c'est la démographie qui y répond, et ça a été le cas jusqu'à la fin des années 70-80, soit c'est l'augmentation des budgets, enfin de la dotation pour financer les retraites. Mais j'en reviens moi à cette histoire de gaspillage. Le principal gaspillage, il n'est pas vraiment audité, et pourtant c'est l'éléphant au milieu du corridor. Ce sont les 200 milliards de remises diverses accordées aux entreprises. Alors, on ne conteste pas. Oui, ça fait partie des choix. Effectivement, bien sûr, il y a des choix, il y a des options politiques, effectivement. Alors, d'aucuns disent, tiens, on gaspille dans l'immigration, d'autres disent, on gaspille dans les agences, etc., etc. Mais vous, et pour conclure, Philippe Béchade, on est bien d'accord que il y a, et à vous entendre, il y a une volonté politique à avoir, et cette volonté politique, elle peut s'appuyer sur des principes très clairs qui permettront de sortir de la dette. Donc vous êtes plutôt ambitieux, si tant est qu'un candidat en ait conscience. Auditer d'abord les 200 milliards qui sont remis aux entreprises. Il y a peut-être 150 milliards qui sont pleinement justifiés et peut-être 50 milliards qui sont totalement inefficaces, soit pour maintenir l'emploi, soit pour aider les entreprises à investir davantage. Là, c'est un programme politique. Ok, très bien. Ça s'audite, c'est évident. Très bien. Il y a aussi... c'est bon, Philippe Béchade. Philippe Béchade, c'est bon. Merci. Ok. Merci pour votre expertise. C'est clair. On doit maintenant passer à autre chose. Bon, je vous ai demandé les mécanismes. Vous me donnez des solutions qui sont politiques et c'est très très intéressant effectivement. Mais après, bien sûr, on verra ce que chaque candidat proposera. Mais là, le but, c'était vraiment de comprendre. Et merci encore, Philippe Béchade, pour votre expertise. On retrouve les vraies voix dans un instant avec chacun leur tour de table, les sujets d'actualité. Je vous le rappelle, avec nous, Corinne Tapiro, René Chiche et Priscilla Ludowski. Tourfacture.fr, logiciel de facturation en ligne. Procédure PDP, PA engagé, PayPal certifié, présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Ah, cette dette. Peut-être d'ailleurs, vous, avez-vous quelques dettes? On a tous un petit peu quelques dettes. On a des amis communs qui ont des dettes, Corinne. Mais non, il n'est pas en direct, là. Oui, effectivement. Et ils remboursent toujours pas. Ils remboursent toujours pas. C'est des potes de Mathilde de Panot. Non, voilà. Bon, écoutez, on débat et évidemment, chacun y va de sa solution miracle pour répondre à cette question. La dette de la France est-elle encore gérable? Oui. La question, on l'a bien compris, amène des solutions et donc la réponse peut être moi j'ai une solution. Alors, réduire votre salaire. René Chiche parle de réduire mon salaire. Priscilla Ludowski ne tombe pas dans tous ses excès. Elle regarde, elle analyse. Et puis Corinne Tapiro, bien sûr, elle arbitre. Voilà. Alors, que disent les auditeurs de Sud Radio sur la chaîne YouTube à la question la dette de la France est-elle encore gérable? Le cher Quentin Saunier. Un sondage assez net, ils répondent non à 80%. C'est plus gérable pour eux? Non, 80%. Ah oui. 80%. Voilà. C'est plus gérable? Non, tout à fait. Ah ouais. Exactement. Donc ils sont moins optimistes que vous autour de la table. Oui. Et ils nous laissent aussi beaucoup de commentaires. On a Loïc qui nous dit une dette est gérable heureusement car sinon c'est la définition de la faillite et elle semble imminente. La France a des garanties, c'est-à-dire votre épargne et son patrimoine national. Et on a François plus optimiste qui nous dit quand je vois la dette des États-Unis de 40 000 milliards de dollars qu'ils ne rembourseront jamais, je me dis qu'il y a pire. Ouais, c'est vrai. Il y a ce côté quand même, Priscilla, c'est vrai que bon, ça fait des années que tout le monde est endetté, on sait que ça se rembourse pas, mais il faut pas dire on met sous le tapis. Voilà. Non, non. Faire face, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais.
Bon, c'est vrai que ce que dit l'auditeur, René Chiche, c'est-à-dire que si on peut plus la gérer, on est en cessation de paiement, quoi. Tout à fait d'accord avec ce que disait l'auditeur, absolument. C'est pour ça que moi, je suis non pas optimiste, mais il faut être quand même avoir un peu d'espoir en se disant que le ou la future président de la République avec la majorité, parce qu'en plus il y aura aussi un problème, hein. Le président va être élu, ensuite quelle majorité il y aura derrière, ça faut pas l'oublier, hein. Quelle politique publique sera mise en œuvre pour tenter de résorber? Aucun programme ne pourra être tenu au regard de cette dette, au regard des incertitudes qui pèsent sur la composition d'une Assemblée nationale. Et je pense qu'on va va de plus en plus se diversifier et tenter exclusivement des réformes sociétales, puisque les réformes structurelles, on les fera jamais. Et ça, je trouve ça inquiétant. Ouais. Alors au début, je vous trouvais plutôt optimiste, et puis à la fin, plutôt. Oui, bah ça se saurait si vous étiez optimiste. Non, en général, je le suis, mais là. Non, mais c'est inquiétant. Hein. Non, mais quand même, c'est-à-dire que lorsque vous dites que cette dette, de toute façon, on sait qu'il n'y a pas de solution, mais que du coup, si on veut vivre avec, il faut être assez intelligent pour essayer de trouver d'autres dynamismes. Exactement. C'est ça. Priscilla Ludowski. Et en fait, tout à l'heure, j'entendais les partis politiques, les deux camps, on a parlé d'Emmanuel Macron, mais ça remonte encore avant son mandat. Il était ministre de l'économie. Avant, du temps où disait l'expert, où les autoroutes ont été vendues, on va dire ça comme ça. C'était encore préalable à son mandat. Donc la question qu'on peut se poser, c'est à quel moment on fait le bilan d'un mandat pour dire quel impact ça a eu et comment on refait pas les mêmes erreurs. C'est surtout ça, parce que c'est ce qu'il faut éviter, c'est ça aussi, pour pas empirer la situation. Alors tous les trois, comme vous êtes très pertinents, on va ouvrir le tour de table parce que vous êtes venus en plus avec vos sujets d'actualité. Les vraies voix Sud Radio. Corinne Tapireau, je le rappelle, donc conseillère d'arrondissement LR, Paris 12e arrondissement, présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Et parmi les sujets d'actualité du jour, François Fillon, le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Plus de Légion d'honneur, hein. Alors effectivement, sa Légion d'honneur a été suspendue pour une durée de 10 ans, c'est-à-dire c'est la sanction maximale dans la suspension, on peut suspendre de 1 à 10 ans. La réalité, c'est qu'il y a un long processus qui s'engage quand il y a une condamnation qui est confirmée. Donc, il y a une saisine des conseils, des différents conseils, que ce soit de la Légion d'honneur ou du mérite. Ensuite, il y a une décision qui est prise. Après, il y a le grand... le commandeur qui doit s'exprimer et poser une sanction, et ensuite le chancelier, voilà, je me disais c'est pas ça. Et ensuite c'est soumis au président de la République, qui lui n'a aucune possibilité d'augmenter la sanction, mais il peut aussi la réduire. Donc il a choisi, a priori il a dû suivre l'avis, puisqu'il pouvait pas aller au-delà de 10 ans. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ça intervient le jour où peu ou prou, il y a quelques années, François Fillon signait justement des décrets pour organiser la gestion de ces deux ordres. Donc il y aura, c'est un petit règlement de compte, non? Non, mais c'est quand même c'est cocasse quand même. C'est une drôle de coïncidence. Bon, est-ce que c'est pour vous normal? Il y a eu condamnation, hein, rappelons-le. Alors, est-ce que c'est normal de supprimer la Légion d'honneur? Vous, qu'en pensez-vous, Priscilla Ludowski? Elle est suspendue, hein, elle n'est pas supprimée. Oui. C'est pas la même chose. Attention. Oui, non, mais c'est très important. Nicolas Sarkozy, elle a été supprimée parce qu'il a eu une condamnation de plus d'1 mois. Voilà. Ça va être mis au goût du jour si d'aventure la procédure qui est engagée auprès de la CDEH donne raison à Nicolas Sarkozy, il va réintégrer la Légion d'honneur. Et grâce à votre petite correction, vous précisez encore plus la question, et c'était l'objet de ma question, sur la sentence, le fait de suspendre pour, contre, passer, trop. Moi, je trouve ça normal, mais je me pose aussi la question de ce que ça veut dire aujourd'hui avoir la Légion d'honneur, parce que d'autres l'ont eu, alors que je trouve, moi, que c'était pas forcément mérité. Donc je me pose la question de qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui avoir la Légion d'honneur. François Fillon l'a eu parce qu'il a été Premier ministre et qu'il est resté. Et le mérite, ils l'ont pas tous. Il faut rester 6 mois. Oui, c'est ça. Et pour avancer encore, il faut rester 2 ans Premier ministre. C'est donc minimum 6 mois Premier ministre. Voilà, minimum. C'est pour ça que certains candidats aujourd'hui voulaient absolument dépasser les 6 mois avant de quitter le gouvernement. Michel Barnier, alors
Il n'a pas dépassé les 6 mois. Hein. Non. Mais Attal, oui. Oui, Attal, oui. Gabriel Attal, oui, voilà. Bon, normal ou pas, René Chiche, qu'un Premier ministre ait la Légion d'honneur? Oui, quand même, parce que c'est quand même une sacrée tâche. On préside, je veux dire, on dirige les destinées du pays. Je vais vous dire franchement mon opinion. Non, je trouve pas ça très normal. Moi non plus. Ah oui. Moi non plus. Je vais vous expliquer quelque chose. Mon père a été prisonnier de guerre pendant 5 ans dans un camp en Allemagne. Lui, il méritait la Légion d'honneur, vous voyez, je trouve. Oui. C'est dire, mon père, comme d'autres gens, comme ça. Oui, bien sûr. J'ai rien contre François Fillon, moi non plus. Mais je trouve, moi, pas spécialement normal qu'un Premier ministre, comme d'ailleurs des fois des acteurs, tout ça, les acteurs, je et la Légion comprends d'honneur. Non. Par contre, je suis tout à fait partisan pour la mesure de suspension le concernant. Alors bon, on est d'accord, tous d'accord, puisqu'il y a eu condamnation. Et vraiment, sur vous, Corinne Tapiron, un Premier ministre ne doit pas être Légion d'honneur? Moi, je pense qu'en France, on donne beaucoup d'honneur à des gens qui en reçoivent déjà beaucoup de par leur fonction. Et quand ils ont failli, ils ne sont responsables de rien devant personne. C'est ça qui est inquiétant. Les politiques aujourd'hui ne prennent aucune responsabilité sur les choix qu'ils font et qui entraînent la France vers les déficits qu'on connaît, etc. Donc il y a un moment où aussi on doit rendre des comptes. Moi je pense que quand on est déjà Premier ministre, c'est déjà un très bel honneur qui nous est fait, notamment pour certains qui sont absolument nuls. Mais donc ça, je pense que c'est largement suffisant. Et puis ça sert à rien de toute façon. Le débat était très intéressant. Alors deuxième débat, c'est vous, René Chiche, qui allez le porter. Vous nous parlez de cette chère presse écrite, si importante, qui a tellement apporté à notre démocratie. Et évidemment, avec le temps, Alors là, franchement, c'est en tant que journaliste que je parle. Moi, je suis à la fois, je viens de la presse écrite, mais j'ai fait de la télé. Je connais un peu tous les secteurs de la média comme vous, Frédéric. Et c'est vrai qu'actuellement, la presse écrite française, comme d'ailleurs dans d'autres pays, mais là on parle de la France, traverse une crise dramatique. Je veux dire, je prends l'exemple, par exemple, le groupe Prisma qui a été racheté par Vincent Bolloré il y a 4 ans. Il y a des centaines d'emplois qui vont être supprimés. Le groupe EBRA, qui regroupe de très grands quotidiens régionaux comme les dernières nouvelles d'Alsace, etc., a annoncé un plan licenciement. Le groupe La Montagne. Il y a tellement de groupes actuellement qui sont en train vraiment non pas disparaître, mais de mettre en place des plans de licenciement. Vous savez qu'en 15 ans, depuis 2010, il y a eu en emploi direct dans la presse, mais vraiment d'emploi de journaliste, tout ça, 15 000 emplois supprimés. C'est beaucoup pour la presse, mais en emploi indirect, 30 000, parce que si on comptait les diffuseurs, etc., les imprimeurs, il y a eu 30 000 emplois dans la presse écrite. Oui, parce que les pauvres imprimeurs, pour le coup, ça doit être... Et aussi les kiosquiers, il y a beaucoup de kiosquiers aussi. Donc aujourd'hui, même un grand quotidien, par exemple, comme Le Parisien, quand même un peu une institution, malgré le fait que Bernard Arnault ait injecté 150 millions d'euros depuis 2 ans, Le Parisien est aujourd'hui à 20 à 25 000 exemplaires par jour. La solution pour beaucoup d'organes de presse, c'est de développer l'aspect numérique, l'audiovisuel, etc. Très bonne remarque. On croit ça. Par exemple, dans la presse écrite française, il n'y a que Le Monde et Le Figaro qui, grâce à leur activité numérique, qui est extrêmement puissante, extrêmement bien organisée, on arrive un petit peu à avoir, à sortir un peu la tête de l'eau et à être des groupes quand même assez rentables, sans être non plus hyper rentables. Mais par exemple, Le Parisien, qui s'est aussi développé dans le numérique, ou même les Échos, etc., ont des difficultés économiques importantes. Et je parle pas d'autres journaux comme le Marianne qui a failli disparaître, Le Point qui est en très mauvaise situation. C'est vraiment dramatique. Alors il y a deux causes, à mon avis. C'est peut-être que la presse écrite ne s'est pas suffisamment modernisé, en termes peut-être de façon de présenter l'information, l'actualité. Et puis bien sûr, il y a malheureusement aussi, comme vous le savez, la concurrence effrénée de l'information numérique maintenant. Vous êtes encore au journal papier, Priscilla Ludowski, ou pas? Vraiment pas. Ça pouvait être le cas quand je prenais davantage les transports en commun, puisque voilà, j'ai un trajet assez long, donc c'est vrai que c'est plus agréable de pouvoir se poser et lire un papier. Mais c'est vrai qu'avec le numérique, je pense que c'est le gros virage qu'il y a eu avec le numérique. Quand on n'a pas su le prendre ou qu'on n'a pas pu le prendre, c'est difficile, je pense, de faire concurrence et de pouvoir tenir en haleine les gens avec du papier, quoi. Corinne Tapiron, vous achetez encore le journal ? Parfois ça m'arrive, mais je constate par exemple dans les transports, plus personne pratiquement ne lit le journal. Tout le monde est sur son téléphone, les gens ne lisent plus de livres non plus d'ailleurs. Un petit peu de temps en temps. De temps en temps ça arrive, mais les gens ne lisent plus le journal. Je me souviens que d'abord les journaux étaient assez grands, donc ça prenait beaucoup de place. Il y avait tout un rituel, les gens lisaient le journal dans le métro. Maintenant c'est terminé. Puis on a quand même une presse qui est quand même un peu uniforme. Alors il y a encore quelques fiefs en région
Je pense notamment en Bretagne avec Ouest France ou la montagne. J'allais vous en parler. Ouest France traverse depuis quelques mois une crise terrible. Oui. Et ils essayent de se relancer avec la création d'une chaîne pour laquelle je travaille aussi. Absolument. Voilà. Et puis donc du numérique. Donc il y a une volonté de diversifier. Mais ça veut dire aujourd'hui, on est tous d'accord que l'être humain n'a plus besoin de papier pour s'informer, quoi. On pourra en avoir besoin. Moi, je dis pas qu'on n'a plus besoin. La vraie question qui se pose, c'est cette uniformité de pensée, de rendre compte de l'actualité dans la presse écrite. On voit je dirais pas une pauvreté parce que c'est pas gentil, mais une espèce d'alignement des idées. Bon, et ça, c'est dommage. Ma fille qui a 17 ans, alors elle s'intéresse à l'information. Bon, j'y suis un peu aussi pour quelque chose. On en parle beaucoup. Mais bon, elle a été chercher l'excellent Hugo Décrypte. Mais c'est avec les amis. C'est vers les réseaux sociaux. C'est ça. Beaucoup de jeunes s'informent par les réseaux sociaux et puis ils sont friands. Enfin, moi, ce que j'ai pu voir dans les différentes missions que j'ai eues avec des organismes comme des think tanks ou des instituts, c'est qu'en fait les gens demandent à avoir un humain en face qui leur dit ce qui se passe, Et en fait, c'est vrai que le face cam, ça marche beaucoup. L'envie d'avoir, même par rapport aux politiques, ils disent maintenant j'ai envie d'avoir la personne qui me dit clairement quel est son programme. Enfin, il y a un besoin de connexion, ce qui est assez étrange. Le besoin d'être connecté à l'être humain, mais via du numérique. Donc c'est assez étrange. C'est pas d'être connecté, c'est une grande paresse surtout. Je veux juste terminer en disant que on parle à juste titre de la crise chez les agriculteurs, chez les plein d'autres solutions, mais dans la presse, c'est vraiment la saignée. C'est la curée actuellement. Je dis franchement, la presse écrite. Et il faut pas croire que même dans les médias audiovisuels, ça va beaucoup mieux, parce que les chaînes d'infos ne sont pas rentables. Et aussi des plans. Il faut trouver la bonne structure pour être vu en tant qu'entité médiatique sur les faisceaux de transmission de l'information d'aujourd'hui. Voilà, c'était très intéressant. On va marquer une respiration et nous aurons le tour de table. Nous allons partir alors outre-mer un petit peu, mais très très loin. On va voyager avec à la fois le tour de table de Priscilla Ludowski et aussi notre auditeur qui va avoir la mission d'être ministre, comme chaque soir, mais outre-mer. Vous voyez, on va ouvrir la séquence. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. C'est un plaisir de vous retrouver. L'actualité, les thèmes d'actualité. On va partir sur l'outre-mer parce qu'il se passe plein de choses aujourd'hui encore. Nos trois vraies voix avec celle qui incarne désormais la résilience, Corinne Tapireau, qui est de retour après sa grave blessure, conseillère d'arrondissement LR et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Celui qui incarne la bonne humeur, René Chiche, journaliste pour le site idbooks.com et pour la Galaxie TV, et celle qui incarne l'évasion, pas fiscale, vous allez le voir. Priscilla Ludowski, figure du mouvement des Gilets jaunes, présidente du collectif des luttes sociales et environnementales dédié aux Outre-mer. Je dis évasion parce que vous nous emmenez à Vanuatu. Qui sait où se trouve Vanuatu? Vanuatu, c'est vers Nouvelle-Calédonie, je suis comme ça, non? Oui, c'est vers la Nouvelle-Calédonie, effectivement. C'est un pays notamment qui est en rugby. Alors en rugby, oui, enfin même si Tonga et Fidji sont un peu meilleurs. Mais en fait, on est dans l'Océanie. Oui, allez-y, chère Priscilla, qui nous permettait de nous évader. Oui. Il y a eu un petit conflit en cours, petit contentieux, enfin petit non, contentieux entre le gouvernement français via la Nouvelle-Calédonie et les îles du Vanuatu. Parce que les chercheurs qui se sont penchés sur ce cas, sur ce contentieux, puisque le Premier ministre du Vanuatu dit qu'il n'y a pas d'issue à cette discussion entre la France et les îles du Vanuatu. La France revendique ces îles, c'est ça qu'il faut dire en premier, peut-être pour commencer. En fait, ce sont deux rochers, c'est-à-dire les îles Mathieu et Hunter. Et Hunter, voilà. Donc les îles Mathieu, deux îles volcaniques qui ne sont pas habitées, voilà, mais qui sont grosso modo en face de la Nouvelle-Calédonie, pour situer. Voilà. Il y a à peu près peut-être 700 km peut-être aux alentours. Qui séparent ces îles-là. Elles sont inhabitées, mais elles sont revendiquées par la France. Mais les chercheurs qui se sont penchés sur le sujet disent qu'il y a eu un accord en 1965 entre la France et l'Angleterre pour dire que ces îles étaient attribuées à la Nouvelle-Calédonie, donc à la France, mais pas d'annexion, comme dit la France en 1929. Donc il y a ce conflit.
comme quoi les îles Vanuatu revendiquent ces terres, là où la France, elle revendique aussi à son tour. Je trouve ça assez dommage qu'en 2026, on en soit encore là. Oui, parce que Vanuatu et la France ont tout pour s'entendre. Enfin, bonjour, voilà, on aime le sport, des intérêts quand des même, partenariats, etc. Il y a quand même des intérêts sur le droit maritime. Sur le droit de la mer. Alors, quels peuvent être ces intérêts, justement? Côté français, il y a évidemment la question géostratégique. Côté Vanuatu, il y a à la fois cet intérêt, mais aussi tout ce qui tourne autour de la coutume et de la culture. Il y a des liens entre ces terres-là. Il y a des habitants sur ces deux îles. Il n'y a pas d'habitants. C'est inhabité, mais ça a il n'y a même pas besoin que ce soit inhabité. La France, elle a 13 outre-mer, dont 2 qui sont inhabités, Clipperton et l'Étaf. Donc, en dehors de ça, tous les 11 autres sont habités, mais il y a l'intérêt du fait d'être étendu dans les océans, parce que la France, derrière les États-Unis, c'est la deuxième puissance maritime mondiale. Donc, il y a un intérêt pour que ces îles en fassent partie, alors qu'il n'y a rien, d'un point de vue archivistique. Archives, d'un point de vue des archives, d'un point oui, de on vue peut dire ça comme ça. Il y a absolument rien qui démontre que légalement ces îles soient auprès de la France. Mais bon, alors vu comme ça, effectivement, mais les Français mettent beaucoup d'énergie, d'énergie pour avoir ces. Oui. On parlait d'économie pour le budget là, non? Il y a plus important, mais en fait à l'échelle mondiale, ça y a un intérêt particulier évidemment. Mais oui, je trouve que ça c'est assez triste qu'on en soit encore là en 2026 à revendiquer des terres qui sont déjà. Mais est-ce que la France a par exemple la possibilité d'installer, je sais pas, des fusées, des choses comme ça sur ces îles, non? À l'heure actuelle, je pense pas. Après, qu'est-ce qu'elle en ferait si c'était effectivement français? Je pense qu'elle peut y faire entre guillemets tout et n'importe quoi, mais il n'en reste pas moins que y a absolument rien qui prouve que c'est français. Ah ouais. Je vais vous. Oui, mais c'est vrai, ça fait. Enfin. D'abord, je trouve ça intéressant parce que je connaissais pas du tout. Ah oui, mais c'est super intéressant. Non, c'est vrai, on apprend quelque chose. Moi, je ne connaissais pas du tout. En fait, si vous voulez, comme c'est dans le Giron, excuse-moi, je te coupe, mais je me dis comme on connaît le sujet de la Nouvelle-Calédonie, tout ce qui se passe en ce moment, et je trouve que c'est très tendu en ce moment. Donc ajouter de la tension à la tension en revendiquant des îles qui sont déjà pas françaises à l'origine, c'était conjointement administré par l'Angleterre et la France à un certain temps, et ensuite il y a eu le Vanuatu a pris son indépendance en 80, et à côté de ça, il y a cette revendication de la France dans un contexte où la Nouvelle-Calédonie c'est compliqué. Je trouve ça vraiment pas mal. Déjà, les Kanaks demandent à ce que cette île revienne au Vanuatu. Ils veulent pas que ça soit. Ils ont que le soutien si des la Kanaks. Nouvelle-Calédonie avait son indépendance, donc ça crée des conflits. Mais il y a de toute façon des intérêts économiques à avoir ces îles qui appartiennent à la France. L'atoll de Mururoa, l'administration de terres non habitées, l'intérêt il est connexe. Et puis après, ça peut donner des idées à d'autres pays, puisqu'il y a d'autres pays qui sont qui connaissent des situations similaires. Bon, ça c'était super intéressant. Mais voilà, elle est comme ça, Priscilla Ludowski. Quand je vous parlais d'évasion, vous voyez. Alors justement, elle est pas aussi forte que moi, mais elle est forte. Recevons notre auditeur que nous challengeons aujourd'hui. Bonjour Foued de Bordeaux. Monsieur le ministre. Bonjour à tous. Bonjour. Monsieur le ministre. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Alors vous êtes accueillis avec ça. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Voilà, le jingle que le monde entier nous envie. Foued, vous venez d'écouter Priscilla Ludowski. C'est vrai que la France, avec ses territoires d'outre-mer, alors il y a des départements, qu'est-ce qu'on ferait sans notre Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, tout ça. Et puis il y a d'autres territoires où c'est des cultures assez différentes, un mode de vie différent. Alors dans un contexte où, je le rappelle, aujourd'hui, en visite à Mayotte, Édouard Philippe a déclaré souhaiter fermer totalement les vannes de l'immigration à Mayotte dans un entretien pour France Mayotte matin, et Estelle Youssoufa, la députée très connue de Mayotte, a dit Mayotte c'est Ceuta et Melilla au carré, donc ces deux qui sont effectivement l'objet de plein d'immigration. Alors Foued, si vous étiez ministre des Outre-mer, que vous aviez à prendre 3 décisions, allez-y cher Foued. Alors moi c'est très simple, déjà ces problématiques-là je les ai vécues parce que je viens de Corse. Donc c'est intéressant. Voilà. Et oui, ça me touche particulièrement. Ça fait, on a 4 générations là-bas, donc on a vu la Corse évoluer. Et voilà, moi, ce que je voudrais vous dire tout d'abord, c'est que ces territoires ont énormément de potentiel. Voilà, si j'étais ministre des Outre-mer, je commencerais par 3 petites choses. Tout simple pour moi, ça serait de produire davantage localement. Voilà. Produire localement. Ben oui, parce que souvent sur les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire on y met nos entreprises. Bien sûr. Non, mais ça. Allez-y, deuxième point. Voilà, le deuxième point, la jeunesse. Il faut pas oublier que la jeunesse, pour moi, c'est la clé de voûte d'un pays ou d'un territoire.
Et je pense qu'ils sont un petit peu oubliés. Parce que, voilà, il faudrait développer les formations, les apprentissages et surtout l'accès au premier emploi pour qu'ils puissent avoir un avenir chez eux. S'ils partent de la métropole pour leurs études ou pour acquérir de l'expérience, il faudrait qu'ils reviennent pour apporter une valeur ajoutée chez eux. Je parlais avec une jeune étudiante de Papette qui me disait on est tous obligés de partir. Et tu sais, il y a 24 heures de voyage. Enfin, c'est un truc incroyable, quoi. Et troisième point, alors, Fouad? Alors, moi, troisième point, je fais un lien avec les billets d'avion. Je vais m'expliquer. Alors, les billets d'avion pour les gens qui habitent sur place, mais surtout pour les touristes. Parce que les ultramarins, comme les touristes, payent, même si les billets, parce qu'il y a des aides de l'État, il faut pas se leurrer, hein. Mais elles ne sont pas suffisantes. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer des billets d'avion. Et voilà, pour les familles qui voudraient visiter leur famille, faire des études, travailler, ou juste pour se soigner, il faudrait que ces billets soient abordables. Et ensuite, pour les touristes, pareil, les touristes, si vous n'avez pas de touristes, votre pays est mort. Donc les hôtels, les restaurants, les commerces. Alors, vous savez que Priscilla Ludowski donc est très impliquée dans la cause des départements d'outre-mer, tout ça. Vous validez très rapidement ce que vient de dire Fouad? Oui, carrément, carrément sur les 3 points. Le premier, en fait, c'est évident. Si je prends juste l'exemple des Antilles, il y a quand même de la monoculture intensive qui est presque exclusivement exporté. Donc en fait, il n'y a pas de possibilité de manger mieux sur place et local, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. Il y a une grosse dépendance vis-à-vis de l'extérieur et en plus vis-à-vis de l'extérieur, mais européen. C'est-à-dire que la coopération régionale, ça pourrait être aussi une solution, mais qui n'est pas celle qui est privilégiée. Sur la question des départs, si on prend juste Mayotte, et je fais court, c'est beaucoup de jeunes qui s'en vont parce qu'il n'y a pas d'université suffisamment. La moitié sur 1500 places, il y a plus de 3000 étudiants qui sont obligés de partir et donc une bonne partie va en Hexagone, une autre partie va à La Réunion. Bon, on est en train d'exploser le chrono parce que vous êtes tous passionnants, c'est terrible. Fouad, vous avez été coopté par Priscilla Ludowski, hein, c'est beau, hein. C'est bon. Bon, vous restez avec nous, Fouad, hein, on débat après, restez avec nous, ça nous fera plaisir. Vraiment, c'est bien vu et on voulait mettre donc ce petit projecteur, ce coup de projecteur sur nos départements et territoires d'outre-mer, c'est important. Et si vous nous y écoutez, nous vous saluons. Alors, il n'est pas la même heure, pour le coup, il est carrément 18h, vous avez compris, on est en retard. Dans un instant, les infos, mais après la petite pause pub, donc restez bien avec nous, les infos vont débarquer rapidement. J'ai perdu 3 minutes, Maxime, c'est ça? On est 3 minutes de retard. Allez, c'est parti, il est pile 18h. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Et que vous soyez à l'université, au boulot, sur la plage, restez bien à l'écoute de Sud Radio pour vous informer dans une bonne humeur enivrante. Dans un instant, on file à l'université d'été, justement. Mais avant, voici nos brillants universitaires vraies voix du soir. À la batterie Maxime, et la batterie met du temps. Un temps de retard. Un petit temps de retard. Mais il fallait ça pour accueillir, et nous sommes très heureux de la retrouver après un mois de juillet galère, clouée sur son lit d'hôpital. Elle est de retour, Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement LR Paris 12e et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Vous n'avez rien perdu de votre force de conviction. Ah, mais c'est formidable. Vraiment, vous, si vous pouviez en perdre, en revanche, cher René Chiche, parce qu'on ne vous arrête plus, vous êtes journaliste pour le site idbooks.com et pour Galaxy TV. C'est un bonheur de vous avoir. En général, vous venez le vendredi, mais là, c'est le... on est quel jour? On est jeudi. On est jeudi. Et bien, vous êtes meilleur le jeudi. Vous trouvez? C'est agréable. Et puis, elle est exceptionnelle tous les jours. Il faut juste un gilet jaune. C'est juste ça. Figure du mouvement des gilets jaunes, présidente du collectif des luttes sociales et environnementales dédiées aux Outre-mer, Priscilla Ludowski. Bien, maintenant que vous savez à qui vous avez affaire, chers auditeurs de Sud Radio, c'est parti pour le grand débat. Les vraies voix Sud Radio. Ouverture aujourd'hui des universités d'été des Verts à Grenoble, dans l'Isère, et de celle de LFI à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme. Un rendez-vous d'été incontournable où il faut être vu et entendu. Un homme devrait occuper le terrain comme personne. Écoutez-le. On vous demande d'accueillir. Il est le fondateur du mouvement La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est comme ça dans les universités, c'est tout en pondération. Évidemment, cette grande rentrée politique à gauche, nous ouvrons le débat. Rentrée politique des LFistes, vous l'avez entendu avec Jean-Luc Mélenchon, mais aussi des Verts. Mélenchon a-t-il une chance de gagner la présidentielle? Ça commence un peu là maintenant sur les universités d'été. Vous croyez la victoire possible, Priscilla Ludowski? Moi, je crois que c'est possible. 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 Moi, je
Est-ce que je rentre dans le détail ? Non, juste comme ça. Une première, parce que ça permettra un petit peu de ce qu'on dit maintenant en anglais, teaser votre propos d'après. Ah, alors, est-ce que c'est possible ? Oui, avec des guillemets. Bon. Monsieur René Chiche ? Pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Pas du tout possible. C'est intéressant, le débat m'est intéressant. Moi, je suis très inquiète de la multiplicité des candidats, ce qui rend effectivement possible une arrivée de Mélenchon au deuxième tour. Comme quoi, si j'avais dû choisir d'autres vraies voix, je n'aurais pas pu choisir aussi bien que vous, parce que ça va équilibrer le débat de manière absolument exceptionnelle. Louis de Kergorlet est avec nous. Louis, vous scrutez depuis le début de la journée, donc ces 2 universités d'été, ambiance, atmosphère, dites-nous tout. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la France Insoumise est déjà à pied d'œuvre alors qu'elle sort de 4 jours d'université d'été pour la jeunesse. Place aux moins jeunes, on va dire, au programme jusqu'à dimanche, débats et conférences sur la lutte contre les discriminations, les violences policières, la cause palestinienne. Il y a même pour l'occasion un slogan, nous c'est carré, avec un tract carré distribué à tous les participants, regroupant les principales lignes du programme politique de LFI. Le tout conclu par un grand meeting de Jean-Luc Mélenchon dimanche à 10h. Un Jean-Luc Mélenchon accueilli en vedette par les siens pour une photo de groupe au début de l'événement. Écoutez. Excusez-moi, il fallait refaire la cravate. Il fallait refaire la cravate. Il vient quand même avec une cravate alors qu'il fait encore 30 degrés. Voilà, exactement. D'accord. Alors côté Europe Écologie Les Verts, c'est super révolutionnaire, ça, exactement, non ? Vous voyez. C'est vrai, je comprends pas ça. Mais Il a abandonné l'école Mao, déjà. Allez-y, Louis. Côté Europe Écologie Les Verts, c'est beaucoup plus discret. C'est simple, quand vous tapez en fait journée d'été sur Internet, vous êtes inondé de contenu LFI et quasiment rien du côté écologiste. Un vague programme posté à la hâte, mais pas de son, pas d'image. À noter tout de même, ce soir 19h, grande soirée d'ouverture gratuite avec tous les poids lourds du parti, Grégory Doucet, Cyrielle Châtelain et bien évidemment Marine Tondelier. Intéressant lorsqu'on sait que le mot d'ordre de ces derniers mois du côté des Verts, c'était une union de la gauche. Autre fait à noter, Cyrielle Châtelain dont je vous parlais, donc présidente des Verts à l'Assemblée nationale, sera invitée des universités d'été LFI, alors qu'a priori, pas d'invité LFI à Grenoble. Rappelons que Marine Tondelier a fait parvenir cette semaine une lettre à tous les responsables de gauche pour organiser un dialogue, alors que certaines voix internes, comme celle de Sandrine Rousseau ou du président du Conseil fédéral du parti Walid Mouali, poussent pour une alliance directe avec LFI. Merci, Louis de Kergorlet. Bon, on sent bien déjà, chère vraie voix, que tout tourne autour, que ce soit pour LFI ou d'une manière générale pour l'ensemble de la gauche, on va dire gauche plutôt radicale, je sais pas quel est le terme, mais tout tourne autour de Jean-Luc Mélenchon, Corinne Tapiron. Ah bah oui, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon est en embuscade et il en veut à mort au Parti Socialiste depuis des années, quasiment depuis le congrès de Tours où sa motion n'a pas été validée. Et je crois qu'il a juré leur perte. Et donc, en fait, il est en permanence dans cette logique d'affaiblir le Parti Socialiste. Donc, on l'a vu sur ses précédentes élections, où il a imposé son tempo. Il a imposé ses candidats. Il a fait des choix qui l'ont placé en seul décideur de la gauche. Donc vous dites qu'il est en position de force. Vous qui êtes LR, vous dites qu'il est en position de force. Il me semble que par rapport au Parti Socialiste, il est en position de force. D'abord parce que Olivier Faure, c'est une espèce de chewing-gum là, sans colonne vertébrale pour le coup, et qui a perdu les idées essentielles de la gauche. Je suis le seul juge de cette année. Mais bon, c'est plus Raphaël Glucksmann qui a priori devrait se présenter quand même. Oui, enfin, de toute façon, il va y avoir une élection, une primaire, mais peu importe. Olivier Faure a entraîné son parti dans des choix qui n'appartiennent pas à l'ADN du Parti Socialiste. C'est quand même assez particulier. Et surtout d'être à la remorque d'un ancien qui ne rêve que de les détruire. Donc je trouve ça très curieux. Très fort, Jean-Luc Mélenchon, Priscilla Ludowski. Je sais pas s'il est fort ou pas fort, mais en tout cas, c'est pas sans mauvais jeu de mots. En tout cas... oui, je l'ai pas fait exprès d'ailleurs, c'est celle-là. Oui. Comme quoi... Du coup, j'allais dire, il y a le personnage, la personne et le programme et tout ce qui a été fait autour du programme et qui s'est inscrit dans une dynamique de 2 tentatives de réunion de la gauche aux 2 grandes dernières élections. Et je pense que toutes les guéguerres qu'il y a eu entre les différents partis de gauche, évidemment, n'aident pas à ce qu'ils soient en tête d'une quelconque campagne commune. Mais en tout cas, il serait en position de force s'il y avait union, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr que s'il y avait union des gauches, il serait en position de force.
Cette université d'été, on voit bien comment il arrive, très facile, tout ça, c'est la star, René Chiche, Jean-Luc Mélenchon. Et effectivement, dans la gauche actuelle, Mélenchon a le leadership, c'est évident, c'est la personne qui domine à gauche. Maintenant, pour répondre à votre question, parce que la question c'est est-ce qu'il pourrait gagner la présidentielle ? Mais je vais. Oui, c'est ça. Non, mais vous avez raison. Oui. D'abord, il n'y aura pas un candidat unique de la gauche, comme le souhaiterait ardemment Mélenchon. Lui, c'est son rêve. Comme aurait dit le général, il y a deux gauches. Voilà, exactement. Général de gauche. Tout à fait, absolument. De gauche. Il est en forme. Non, autant je l'avais pas fait exprès pour fort. Autant là, je me suis dit, je vais la faire. C'est une émission comique ici. Non, je plaisante. Non, mais vous voyez, parce que n'oublions pas que Fabien Roussel va être candidat. Il y aura certainement un candidat, alors socialiste, place publique, on ne sait pas quoi exactement, issu de la primaire, et il y aura peut-être même François Hollande qui sera, puisqu'il ne veut pas participer à la primaire, lui. Donc déjà, Mélenchon ne va pas, à mon avis, réussir son pari d'être le candidat unique de la gauche, qui effectivement pourrait lui donner là une force, une consistance par rapport à la présidentielle, à la victoire finale. Mais maintenant, pour répondre à votre question, au-delà de ça, même s'il était pour moi, le candidat de la gauche, je pense que Mélenchon ne sera pas élu. Parce que je pense que les Français, finalement, au bout du compte, ne vont pas voir en Mélenchon un homme d'État, vous voyez, responsable. Il incarne trop la fracture, la division, vous voyez, il fait même quand même toujours un peu peur, comme le faisait un peu à l'époque Jean-Marie Le Pen, vous voyez, mais plutôt là à gauche. Donc pour moi, il ne gagnera pas, il fera peut-être un bon score, mais il ne gagnera pas. Nous y revenons dans un instant. Nous avons planté le débat avec nos trois vraies voix, Corinne Tapireau, René Chiche, Priscilla Ludowski. La question que nous vous posons, avec des hashtags, rentrée politique, les universités d'été, hashtag LFI, hashtag Les Verts. Il commence aujourd'hui. La question, Mélenchon a-t-il une chance de gagner la présidentielle ? Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir. Et puis aussi, vous nous donnez une petite réponse à cette question sur la chaîne YouTube de Sud Radio. On revient dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Ça commence toujours comme ça, en bras de chemise, teint hâlé, nu-pieds vernis et sourire carnassier. Les universités d'été réunissent chaque année dans un même élan. J'étais pas du tout dessus là. Tu parlais de moi. Ça vous embête de me laisser parler. Pardon. Je vous remercie, les vraies voix. Donc, je reprends. Ça commence toujours comme ça, en bras de chemise, teint hâlé, nu, pieds vernis et sourire carnassier. Les universités réunissent chaque année dans un même élan de voracité ambitieuse tous ceux que la politique transfigure. Rentrée aujourd'hui donc pour LFI et les Verts. La question du débat... Mélenchon a-t-il une chance de gagner la présidentielle ? Carnassier, bras de chemise, donc René Chiche, vous l'avez entendu, puisque vous avez rigolé, je vous remercie. Et puis également parmi nos vraies voix ce soir, Priscilla Ludowski et Corinne Tapireau. Alors, nous nous intéressons donc à cette université d'été. Déjà un mot sur celle d'LFI. Mathilde Panot, écoutez ce qu'elle disait pour annoncer cette université qu'elle imagine quasiment historique. Mathilde Panot. Eh bien, lorsqu'ils parlent de submersion migratoire, lorsqu'ils parlent de racisme anti-blanc comme ils le font, la question n'est pas de débattre avec eux pour leur prouver qu'ils ont tort, de débunker ce qu'ils sont en train de dire. Ah, c'est pas ça du tout. Voilà, donc on s'est trompé, donc c'est pas grave, on écoutera Mathilde Panot un petit peu plus tard. En tout cas, donc sur cette université d'été LFI, on voit bien que LFI prend le lead. Un mot quand même sur celle des Verts, l'université des Verts. J'ai l'impression qu'ils n'y croient plus vraiment à l'élection présidentielle et qu'ils se présentent en solution de complément d'LFI, non, Priscilla Ludowski? Un complément d'LFI, je pense pas, mais en fait, il y a aussi beaucoup de mesures écologistes qui se retrouvent dans tous les programmes aujourd'hui. Le travail qui a été fait, je pense, par les militants à payer, puisqu'ils se retrouvent maintenant dans plein de programmes et les gens en fait vont vers d'autres programmes. On l'a vu avec les élections européennes. Voilà, le score il n'était pas fou. Donc je pense que voilà, s'ils peuvent pas, je pense pas que les Verts puissent gagner une élection présidentielle et donc du coup ils appellent à ce qu'il y ait union, quoi. Bon, pourtant Marine Tondelier, on va l'écouter, elle rappelle que la position des Verts a toujours été l'union de la gauche, hein.
Vous venez de défendre la proposition des écologistes depuis le début. Vous dites, est-ce qu'il n'est pas le temps de s'unir? C'est ce qu'on dit depuis le départ, de manière constante et cohérente, parce que vous le démontrez très bien. Certains peuvent se targuer d'être quelques points devant l'un, devant l'autre, sachant que tout le monde n'est pas candidat au même degré. Il y en a qui sont candidats tout court jusqu'au bout, il y en a qui sont candidats à une primaire, il y en a qui réfléchissent à peut-être l'être. Ce que je vois juste, et vous avez raison, c'est que sans union, il n'y aura pas de deuxième tour, et donc pas de victoire pour la gauche et les écologistes. Vous êtes pas unis. Voilà, chez nos amis de France Inter, Marine Tondelier, qui présentait. Donc, vous, les Verts, René Chiche, vous y croyez Non, alors, pour faire un mauvais jeu de mots, les Verts sont en train de broyer du noir, si je peux me permettre. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, Marine Tondelier, au départ, elle voulait être candidate. Elle a eu l'opposition forcenée de Sandrine Rousseau, parce qu'entre les deux, il y a une haine féroce. Sandrine Rousseau qui, elle, penche pour un soutien à Jean-Luc Mélenchon, elle l'a dit ouvertement. Et vous avez maintenant en plus Yannick Jadot, qui veut créer une sorte de micro-parti à l'intérieur, on comprend plus rien. De passerelle jusqu'à Raphaël Glucksmann. Voilà, exactement. Voilà. Donc maintenant, les Verts, on ne sait pas exactement quelle est leur ligne. Vous voyez, je ne comprends plus rien. De toute façon, je ne crois absolument pas dans les chances des Verts, non seulement à l'élection présidentielle, ils seront peut-être... S'il y avait eu une victoire hypothétique de Jean-Luc Mélenchon en présidentielle, effectivement, ils auraient été membres du gouvernement. Mais comme je ne crois pas à une victoire de Jean-Luc Mélenchon, ils ne seront pas membres du gouvernement. Corinne Tapireau, vous qui n'êtes pas du tout sympathisante des Verts, non, je le rappelle, vous êtes plutôt LR, vous les identifiez comment plus proches de LFI ou plus proches du PS, les Verts? Moi, je pense que les dirigeantes, enfin, en tout cas, Marine Tondelier et Madame Rousseau, qu'elles s'aiment pas, ça c'est un secret de polichinelle, mais elles ont toutes les deux envie d'être députées, donc elles feront tout pour assurer leur survie politique personnelle, davantage que celle du parti. Je pense que ça tient aussi à la structure de ce parti politique, sa forme de gouvernance, où en fait il y a pas de personnalité qui émerge en réalité. Et je crois que le parti des Verts a toujours péché de ce côté-là. Quand ils ont eu Eva Joly, qui a été candidate, bon certes c'était une ancienne magistrate, mais elle a pas imprimé quelque chose. Elle n'a pas laissé une empreinte. Il y a eu Brice Lalonde. Il y a eu Brice Lalonde, mais c'était à un moment où l'écologie, c'était pas une écologie punitive comme aujourd'hui. Ils essayaient de faire passer quelques idées. Il n'y avait pas de chercheurs, il n'y avait pas ces métiers de l'environnement. Donc on était à une autre époque. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est un parti qui peine à faire émerger des personnalités. Donc université d'été aujourd'hui, je le rappelle, deux universités qui s'ouvrent. Celle des Verts, on vient d'en parler, à Grenoble, où la mairie est donc au vert, et puis celle de LFI. Alors, en revenant donc à Châteauneuf-sur-Isère, qui est dans la Drôme, on s'aperçoit donc, la force de frappe d'LFI, et deux, les ambitions. Et vous réagissez au 0826 300 300 à la question que nous vous posons: Mélenchon a-t-il une chance de gagner la présidentielle? Vous, Olivier de Bordeaux, vous êtes avec nous? Oui, merci de m'accueillir. Alors, vous y croyez? Après, il faut être assez logique. Il y a une réalité, c'est que à droite et à gauche, il y a deux mouvements qui ont un socle, un vrai socle. Donc il va y avoir des bagarres en effet à droite et à gauche, mais les derniers scores des socialistes et des écolos sont insignifiants. Donc on voit qu'ils ne sauront pas faire concurrence. Glucksmann et Hollande, ils vont faire concurrence à Attal ou au centre droit. Et à droite, il va y avoir en gros Édouard Philippe, Attal qui sont la suite de Macron. Donc les deux socles, c'est ceux du RN et ceux de LFI. La dernière fois, il était donné à 11%, il a fini à 22%. Là, tout le monde dit il va perdre au second tour. Ça veut dire qu'il va y être déjà. Et s'il y est, et s'il y est, il va plier tout le monde sur le débat, parce qu'il est le seul à avoir une dimension. Il n'est pas orateur par hasard, il maîtrise son sujet, il a construit un programme, et un programme comme il l'a construit, il n'y en a pas d'autre, chiffré, efficace, international, européen, c'est très clair. Chiffré. Et vous y croyez? Et vous y croyez? Oui, non, on va se retrouver avec un score RN, avec un RN LFI. Le RN, on va avoir un candidat avec un bracelet électronique, et les Français ne veulent pas de l'extrême droite. Donc moi je vous dis, il va finir au deuxième tour, et il va devenir président de la République, et ça va faire mal à plein de monde.
Mais ça va arriver. Et ben voilà le point de vue d'Olivier de Bordeaux. Alors bon, il y a un socle. Bon, j'ai bien entendu que le socle, vous le voyez avec 2 pieds, mais un socle pour un édifice, ça peut être à 4 pieds. Mais c'est vrai, dans ce que dit Olivier, c'est intéressant. C'est-à-dire tout à l'heure quand vous parliez d'une partie des Verts René Chiche qui allait jusqu'à Glucksmann, ça peut aussi aller jusqu'à Gabriel Attal et le centre gauche. Donc il a raison, Olivier. C'est vrai que sur la répartition politique, il va falloir que les uns et les autres fassent preuve peut-être d'humilité et se désistent pour éviter. Bon, alors justement, Quentin Saunier, que disent les auditeurs de Sud Radio à cette question? Mélenchon a-t-il une chance de gagner la présidentielle? Vous répondez non à 80%, sondage assez net. Vous nous laissez aussi beaucoup de commentaires. On a Alex qui rejoint Olivier de Bordeaux et qui dit oui à Mélenchon. Qu'on l'aime ou pas, la redistribution relancera la consommation. Le plus grand nombre consomme toujours plus que quelques millionnaires. Et on a Jacques qui dit non, aucune chance pour Mélenchon, avec des slogans anti-France, le soutien aux émeutes et ses positions sur les religions. Mélenchon ne peut pas gagner. Alors pour conclure, une question et une réponse rapide à vous trois, les trois vraies voix. Quand Olivier dit la France a peur d'avoir le Rassemblement national, est-ce qu'on dit que aussi la France a peur d'avoir un LFiste, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, en sa tête? Oui, les Français ont peur. Moi, aussi. je pense qu'ils ont peur. D'abord parce qu'ils racontent n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on ne raconte pas n'importe quoi. Il a son point de vue, Corinne. On a entendu Mathilde Panot annoncer des choses sur le budget de l'État qui sont particulièrement fausses. Jean-Luc Mélenchon. S'il y croit, c'est pas. Vous comprenez, Corinne. Non, mais c'est pas le problème. C'est pas qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas. C'est-à-dire qu'il avance avec des fausses solutions. Donc c'est une façon de berner les gens, parce que c'est pas un idiot. Jean-Luc Mélenchon, il sait très bien qu'il est obligé de la rembourser, la dette, d'une manière ou d'une autre. Mais pourtant, il laisse croire qu'il ne la remboursera pas. Et ça, c'est une façon de tromper les gens. Et je trouve qu'en politique, c'est extrêmement inquiétant. Ouais. Quand je dis il dit pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il dit quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord. C'est pour ça, moi, j'essaye mais bon, après, chacun a son point de vue. Priscilla Ludowski, la France aura-t-elle peur d'avoir LFI au pouvoir? La France, non. Je pense que les électeurs des uns auront peur de l'élection de l'autre. Enfin, il y a des camps, et en fait, chacun des électeurs veulent pas que le candidat adverse gagne. Donc moi, je pense que c'est pas la France qui a peur de Mélenchon. Je pense que les gens d'abord ont envie de. Si je reviens au mouvement des Gilets jaunes, on sait pourquoi on est sorti dans la rue. Quel que soit le candidat ou la candidate, les programmes qui seront soutenus, ce seront ceux qui pourront permettre d'avoir plus de dignité et de justice sociale. René, mon cher René, en 10 secondes. Pour moi, les Français ne voudront ni de Jean-Luc Mélenchon, ni de Marine Le Pen. C'est ma conclusion. Voilà. C'était l'aile centriste des vraies voix qui vous parlait. Dans un instant, nous reparlons avec l'info en plus de Meghan et d'Harry. Ça y est, ils sont rentrés à la maison. Eh oui, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir avec un plateau très équilibré. Vous avez vu des avis différents et donc complémentaires. Corinne Tapiro est avec nous, Priscilla Ludowski et René Chiche. Merci à vous trois de nous éclairer, mais là maintenant c'est un autre monsieur qui va nous éclairer, Louis de Kergorlay avec son info en plus, 6 ans après leur rupture fracassante avec la famille royale et leur exil en Californie. Qu'entendons-nous? Le prince Harry et son épouse Meghan vont revenir s'installer près de Londres, Louis. Exactement, et puis pour parler avec moi, j'accueille Kevin Guillot, journaliste, fondateur du site monarchiebritannique.com. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, comme le rappelait, on aurait pu lui faire un welcome. Exactement. Alors, welcome, voilà, dans les formes. Donc, comme vous le disiez, il y a 6 ans, le couple entre le prince anglais et l'actrice américaine ont violemment claqué la porte de la famille royale, direction Los Angeles. Au programme production de documentaires, podcasts, mémoires, partenariats avec de grandes plateformes de divertissement. Mais selon le Wall Street Journal, le couple royal n'a pas atteint le seuil de productivité requis dans les contrats. Donc, retour au bercail. Et c'est là qu'intervient ma question. Déjà, Kevin Guillot, comment ce retour est perçu en Grande-Bretagne? Est-ce que c'est un peu plus retour du fils prodigue ou un peu du vilain petit canard? Les Britanniques se méfient en fait de Harry. Ils se sont toujours un peu méfiés depuis le Mexique finalement, parce que il exige beaucoup en fait du Royaume-Uni. La grande question qui
tareuse le prince Harry, c'est la question de sa sécurité. Il veut à tout prix avoir le même degré de sécurité qu'il avait en tant que membre de la famille royale actif, sauf que en fait c'est payé par le contribuable et en tant que tel il ne peut plus avoir bénéficié de ce type de service en fait. Et c'est ça qui lui a vraiment posé problème. Et ça, les Britanniques ne l'ont pas pardonné parce qu'en fait, ils ne refusent de payer pour un prince qui ne va pas les représenter. Il est vu en fait comme une célébrité parmi tant d'autres et plus comme un membre de la famille royale qui représente véritablement la couronne, qui représente Charles III. Mais Louis, on est bien d'accord, vous nous disiez qu'ils sont un petit peu contraints de revenir parce que les affaires ne marchaient pas aux États-Unis, c'est ça, Louis? Oui, c'est ça, exactement. Kevin Guillot, si vous pouvez nous confirmer ça. Oui, alors il y a cette question-là, effectivement, ça ne marche de moins en moins pour eux, pour ce qui est de la question financière, mais il y a aussi, il faut aussi le dire qu'il y a l'attachement familial de Harry. Ça fait quelques mois qu'il n'arrête pas de dire qu'il voudrait se rapprocher de sa famille parce que je pense qu'il a le mal du pays aussi. Ça fait 6 ans qu'il est parti et je pense il est aussi parti de son pays contraint un peu et forcé parce que il aime Meghan Markle et Meghan Markle ne se sentait pas bien en Angleterre. Elle ne demandait qu'une chose, c'était de retourner dans son propre pays, les États-Unis. Donc il a suivi Meghan Markle. Je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est Meghan Markle qui a fait le sacrifice de sa vie américaine pour pouvoir contenter son mari parce qu'elle l'aime et qu'il puisse du coup vivre auprès de sa famille et qui va permettre à Archie et Lilibet de véritablement connaître leur grand-père, puisqu'elles ne le connaissent quasiment pas. Alors, cher Kevin Guyot, autour de la table, nous avons nos 3 vraies voix. Et autant vous le dire, ils ont des questions à vous poser. Parce que nous, c'est vrai, depuis la France, René Chiche, vous qui êtes un homme de médias, depuis la France, on se dit toujours, c'est quand même bizarre comment ça fonctionne. Si on avait un roi, une famille, vous vous rendez compte, on en est à se demander combien nous coûte un chauffeur d'un Premier ministre, mais bon, bref. En revanche, quand on regarde les médias, vous qui êtes un homme de médias, René Chiche, on est d'accord, ça fait un carton auprès des Français, dès qu'il y a un article sur eux. Hein. Ah oui, bien sûr, tout ce qui est actualité des royautés, etc., effectivement, ce sont des sujets qui intéressent, qui passionnent les Français, hein, à la fois dans la presse d'ailleurs, ou même à la télévision. Ça vous passionne ? Non, moi pas vraiment, je vous avoue. Mais vous avez quand même une question. Bien sûr. Non, mais ce que dit Kevin est intéressant. Je voulais vous poser une question justement. Bien sûr. Est-ce que good evening, Kevin. So you are fluent. Absolument. Non, but alors you are French. Non, mon cher Kevin, je voulais savoir si aussi le fait que le roi Charles, on dit le roi Charles, est quand même malade du cancer. Est-ce que ça n'a pas accéléré quand même le retour de son fils? Parce que son père est quand même malade. Est-ce que c'est pas une des raisons aussi, au-delà des projets professionnels? Non, bien sûr qu'il y a ce côté d'attachement envers son père, parce que Harry a toujours montré qu'il aimait son père. La première chose qu'il a fait dès qu'on a su que Charles III était malade d'un cancer, il a pris un avion et il est parti auprès de son père pour le soutenir. Donc, pour un homme qui est exilé et qui se dit fâché contre sa famille, il montre aussi qu'il tient à son père par-dessus tout. Et Charles III fait de même. Avant d'être un souverain qui a du mal à pardonner le comportement de ce prince qui a en fait déserté un peu le bateau, il faut le dire, il a du mal à lui pardonner, mais malgré tout, ça reste un père qui aime son fils et qui veut voir son fils auprès de lui, et surtout dans ces dernières années, puisque Charles III a 75 ans, en plus il est malade d'un cancer, il sait très bien qu'il n'est pas éternel et qu'il aimerait bien aussi être auprès de ses petits-enfants qu'il ne connaît quasiment pas. Voilà. Ouais. Il y a toutes ces questions qu'il faut aussi, je pense, prendre en compte pour ce retour de Harry et Meghan. Et s'il y a une chose que je pourrais dire par rapport à l'amour des Français pour les Windsor, ils sont amoureux aussi sur certains sujets. Par exemple, la première chose que tous les médias français ont fait quand on a su que Harry et Meghan allaient peut-être revenir, parce que finalement, on se base sur des suppositions. Il n'y a aucun communiqué qui est sorti, que ça soit du côté de Buckingham ou du côté des Sussex, officiellement, il reste encore aux États-Unis. Et finalement, on se base sur on dit pour finalement que tous les médias accourent auprès
de cette information et que les Français suivent ça assidûment parce qu'en fait, les Français aiment les Windsor comme quasiment leur famille royale. Alors, regardez le choc culturel qu'on vous propose, c'est-à-dire l'une des figures des Gilets jaunes qui a tellement incarné la France quand même, Priscilla Ludowski. Vous, ça vous passionne? Vous êtes concerné par cette famille royale? Concerné, non. Non. Hein. Je suis déjà allé plusieurs fois à Londres voir le palais et compagnie, donc c'est toujours impressionnant, la relève de la garde, etc. Et c'est intéressant d'un point de vue historique quand on apprend, etc. Tout ce qui s'est passé. Est-ce que ça me passionne? Non, mais il y a un décalage quand même. Il y a un gros décalage avec. Nous, ça serait pas possible en France, une famille royale. Ce serait pas possible, mais en même temps, si ça avait été, on serait dedans de fait et on n'aurait pas peut-être questionné la chose, je sais pas. Voilà, ça c'est la sagesse de Priscilla Ludowski. Mais qu'est-ce que vous faisiez avec un gilet jaune? On voulait qu'on arrive sur ce sujet ou pas? Alors votre question, Kevin. Non, moi c'est une question plus en lien avec les coulisses parce que vous disiez il n'y a pas eu de communiqué de presse, etc. Et les gens s'affolent et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils se sont isolés, enfin entre guillemets isolés aux États-Unis parce qu'il y avait tout un battage médiatique, il y avait tout un tas de choses qui se disaient à droite à gauche, il y a eu des documentaires, tout un tas de gens qui ont pris la parole là-dessus. Et je me pose la question du coup, puisque ça parle beaucoup en coulisses, est-ce qu'on sait quel type de projet ils ont en cours? Parce s'ils prévoient de revenir et si c'est sûr, je veux dire, ils reviennent s'ils avaient des soucis aux États-Unis pour subvenir à leurs besoins, c'est un grand mot. Peut-être qu'il y a des projets en cours et qui vont sortir et dont on n'aurait peut-être pas... on serait pas au courant. On n'a pas connaissance de projets financiers futurs, en tout cas en Angleterre. On ne sait pas, puisque de toute façon, là, c'est une surprise. On ne savait pas jusque-là qu'ils voulaient revenir en Angleterre officiellement. Et même si ce sont des on-dit, généralement, c'est comme ça que les Sussex fonctionnent. Ils permettent à leur entourage de divulguer une information pour ensuite l'officialiser quelques jours suivants. Donc je pense que dans quelques jours, on aura un communiqué qui nous dira officiellement on sera de retour à telle date en Angleterre. Voilà. Et on saura. Mais par contre, il y aura toujours des questions qui resteront sans réponse parce que par exemple pour l'instant on ne sait toujours pas où est-ce qu'ils vont vivre si ce n'est que apparemment ce serait hors de Londres parce qu'ils ne veulent pas être au cœur de la capitale et qu'ils veulent avoir un calme pour le calme de la campagne anglaise pour leurs enfants, ce qui est compréhensible. Mais ce qui en fait a mis la puce à l'oreille surtout, c'est qu'apparemment les enfants sont déjà scolarisés dans une école qui font leur rentrée en septembre. Dans une école britannique. Ah oui, donc s'ils font ça, ça veut dire qu'ils ont le projet. Et puis ils ont le projet de rester plusieurs années en Angleterre. C'est pas simplement un séjour là. C'est vraiment s'installer en Angleterre. Et à travers tous ces exemples, on voit bien que ce sont des hommes et des femmes comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Alors ouvrons la séquence Corinne Tapiro. Alors cher Kevin, il faut que je vous dise quand même parce que Corinne a été notre grande absente de l'été. La pauvre a passé ses journées sur un lit d'hôpital. Vous aviez des journaux avec la famille royale. Vous êtes devenu incollable, non? Non, pas du tout. Il n'y avait pas de journaux du tout sur la famille royale. Il y avait beaucoup de bouquins. Mais moi, il y a une question. Ouais, ça me fascine, cette famille royale. D'abord parce qu'elle a traversé l'histoire et que l'histoire de la reine d'Angleterre est particulièrement intense et qu'elle a couvert tout un champ. Elle a connu pratiquement tous nos présidents de la République, de la Ve République. Donc c'est un parcours assez étonnant. Moi, la question qui m'est venue lorsque j'ai entendu qu'on avait le retour de Harry, c'est la difficulté des relations qu'il a avec son frère. Et est-ce que vous ne croyez pas que ces relations difficiles avec son frère vont entacher l'image de William ou entraver quelque peu sa position de futur roi d'Angleterre? Lui qui s'appelle le spare, c'est-à-dire le suppléant. Allez-y, Kevin. Alors, ça ne va pas entraver du tout sa position, hein, William, parce qu'il reste l'héritier, quelle que soit la position géographique de Harry. Voilà, il restera l'héritier. Et voilà. Par contre, d'un point de vue public, je pense que ça va pas forcément entacher l'image de William, puisque on sait que les frères sont brouillés et on sait que William en veut éperdument à son frère, que ils ont quasiment coupé toute relation, ils ne se parlent plus du tout aujourd'hui. Et par contre, est-ce que ça va les réconcilier un jour? On peut penser qu'un jour ils finissent par se réconcilier, parce que si Charles est capable de lui pardonner au moins en partie et de lui dire tu peux revenir en Angleterre
il n'y a pas de souci. William va finir par revenir vers son frère, puisque si géographiquement parlant, ils sont plus proches, ils devraient se retrouver dans des événements familiaux, ils devraient se retrouver, alors que là, ils étaient à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Alors ça jouait aussi sur le fait qu'ils étaient éloignés. Voilà. Écoutez, Kevin, c'était passionnant. On resterait des heures avec vous. D'ailleurs, je comprends Louis de Kergorlet tout à l'heure me dit, écoute, j'ai trouvé quelqu'un de génial. C'est vrai, Kevin, on l'écouterait des heures. Vous nous rappelez le pédigré de Kevin, Louis? Écoutez, il est journaliste et fondateur du site monarchiebritannique.com. Vous êtes allé sur son site? Évidemment, pour me renseigner. Et alors, vous y êtes mis un peu? C'est très intéressant. Écoutez, non mais c'est toujours passionnant. Bon, vous êtes devenu notre spécialiste ici. Monarchie, non. Si j'ai besoin, je passerai un coup de fil à Kevin quand même. Vous allez me piquer mon travail. Merci Kevin. Merci beaucoup. Voilà pour le dossier. Alors écoutez, dans un instant nous jouons et c'est le jeu de l'été avec le fameux blind test. Et on a une surprise avec un auditeur de Sud Radio. Vous allez voir, à tout de suite. Logiciel de facturation en ligne, procédure PDP, PA engagé, PayPal certifié, présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Nous y sommes, l'émission touche à sa fin et comme l'émission c'est info mais bonne humeur, on termine toujours par un blind test. Vous êtes tous des fans des chansons d'été bien sûr, eh bien vous allez jouer avec nous. Le problème aujourd'hui c'est que dans les trois vraies voix, je vous rappelle leur identité, il y a Corinne Tapiro, il y a Priscilla Ludowski et il y a un homme qui n'a jamais perdu au blind test quand il était dans les vraies voix. Je vais faire ce soir, je le sens. René Chiche. Alors René Chiche, vous allez avoir face à vous une auditrice, Jade de Nancy. Bonsoir Jade. Bonsoir les voix. Bonsoir. Jade, vous avez été au mois de juillet l'une de nos auditrices qui avait joué au blind test. Et il se trouve que vous étiez participante du championnat de France du blind test. Vous nous le confirmez? C'est ça. Combienième place au championnat de France? J'étais 11e sur 600. Alors, je mets d'un côté Jade, je mets de l'autre côté René. Et Jade, vous choisissez d'être avec Priscilla ou Corinne? Corinne. Avec Corinne qui est très contente parce que Corinne c'est son calvaire à chaque fois. Et Priscilla, c'est ça, exactement. Priscilla qui en a gagné un au mois de juillet. Elle en a gagné phénomène très rare. Alors, écoutez bien, je vous fais écouter un extrait. C'est bien sûr notre Maxime Sénat National, notre réalisateur qui va vous le faire écouter. Et vous devez trouver l'interprète. Le thème, ce sont les actions de l'été, d'accord? Donc, vous allez le plus vite possible, même si René et Jade sont de fantastiques candidats, il serait magnifique que Priscilla et Corinne marquent. Ça sera génial. Attention, vous êtes prêts? C'est parti, donnez-moi l'interprète. France Gall. Je débranche. René Chiche est parti plus vite que Jade. Et Corinne avait le titre. René 1, Jade 0. Deuxième extrait. Quand les souvenirs s'en mêlent. Oui, frérot de la Vega, c'est Jade. En plus, je connaissais pour une fois. Priscilla connaissait. Mais Priscilla aurait pu aider René. Ça fait 1-1. Vous imaginez le vainqueur et celui qui arrive à 5. Il y a 9 extraits. René Chiche est avec Priscilla Ludowski qui l'aide et on le voit. Jade, notre auditrice championne, est avec Corinne qui l'aide essentiellement sur les titres. Mais c'est pas ce qu'on demande. Ça travaille d'équipe, Corinne, on y va. Une équipe formidable. Attention, troisième interprète. Si le temps nous accompagne comme il l'a promis. Alors, je l'ai pas dit. Vous avez dit Jade? Yves Duteil? Oui, Yves Duteil, le cirque. Oui. Elle est forte, hein? Effectivement. Il a trouvé plus fort que lui quand même. Bon, 2-1. Attention, extrait suivant. Dalida. Oh là là, quel match. Dalida, laissez-moi danser. René Chiche, ça fait 2-2. Priscilla. Là, je l'avais, mais bon, il a dit plus vite, plus fort. Le problème, c'est qu'ils vont vite. J'ai senti. Mais c'est bien, c'est parfait. Attention, écoutez bien. De qui s'agit-il?
Ah non, je connais pas. Gims. Non. Jamais entendu de ma vie. J'ai l'impression de reconnaître la voix, mais pas sûr. Corinne, je vous sentais pas bien sur celle-ci de toute façon. Alors, une fois, deux fois. Top, c'est Black M. J'allais le dire. Alors, quel dommage. Pas de point marqué. Nouvel extrait. J'ai une belle vue sur Rio, du haut. Attends, comment elle s'appelle? Il paraît qu'à la... Je vais pas arriver à Olivia Ruiz. Non, c'est pas Olivia Ruiz. Vous dites quoi, Jade? Non, je reconnais pas la voix. J'arrive pas. Ça vient beau, pas. Priscilla, Non, ça si vient vous pas. l'avez. Ça viendra pas. Le prénom Pauline. Bah non. Si. Ah bah non, alors c'était Pauline Esther. C'est pas elle que je pensais. C'est pas elle que je pensais. Tu sais, la chanteuse à la voix rauque, la jeune. Non. Attention, nouvel extrait. Morane. C'est René. Nous sommes à 3-2. 3-2. Il faut que j'en trouve un, ça va pas du tout. Il reste de la radio quand même. Hein. Oh, non. Jade, vous me décevez, Jade. Il reste 2 extraits. Attention, il reste 2 extraits. René et Priscilla mènent 3-2 face à Jade et Corinne. Attention, c'est donc une balle de match. Oui, Etienne Dao. Et nous l'avons. Mais ça date. Et nous l'avons. Nous l'avons, notre balle de match 3-3. Le match de l'histoire. Allez, René. Tout repose sur toi, René. Jade, je compte sur vous. Mesdames et messieurs, écoutez bien qui chante ça. Il est où le bonheur? Christophe Maé. Oh là 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 là. Là, j'avais au moins le nom du chanteur. Qui a répondu en premier? Parce qu'il y a Priscilla Ludowski, il y a Jade, il y a René Chiche. Moi, j'ai pas répondu. Et pas Corinne. Alors, est-ce qu'on sait qui? Ouais, alors c'est très compliqué. Il va falloir faire appel à la VAR. Et je reviens vers vous dans un instant. Merci, Maxime, merci. C'est terrible. Alors, j'en profite pour remercier Corinne Tapiro, qui a été exceptionnelle pour son grand retour. Tout à fait. Pour Priscilla Ludowski, qui l'est toujours de toute façon exceptionnelle. Et pour René Chiche, qui n'est peut-être pas encore exceptionnel si, dans un instant, nous apprenons qu'il a été battu par Jade. Ah non. Alors, Maxime? C'est Jade qui est en France. C'est Comment? Non, réclamation. Jade, je porte plainte contre Sud Radio ce soir. Jade, on vous aime. Merci, c'était un plaisir de vous avoir. Voilà, René, c'était la petite surprise qu'on vous avait je vous réservée. remercie pour la surprise. Allez, merci. Tout de suite, on retrouve Christophe Jiquel qui nous emmène à Hong Kong. L'Office de tourisme de Hong Kong présente Les coups de cœur de l'été, Christophe Jiquel.